Et oui les amis, ça y est, je déclare officiellement ouverte la saison des doudounes et des écharpes. Et pour fêter ça, on va s'occuper d'une petite citadine italienne produite à environ 1 300 000 exemplaires entre 1969 et 1986. Et oui, forcément, cette année, c'est les 50 ans de l'Auto Bianchi A112. Et on va aller en voir, il y en a des très belles qui sont là aujourd'hui. En 59, sortie de la Mini, la révolution. La petite voiture, très moderne de conception, moins de 3 mètres de long. Voilà. En traction. En traction. Donc on gagne vachement de place. Donc voilà, donc c'était vraiment la voiture extrêmement intelligente. Donc la Fiat 500 et la Mini ont été concurrentes longtemps, mais la Fiat 500 et la Mini ne sont pas en fait dans la même gamme. C'est ça le truc. Et donc Dante Giacosa, qui était un peu l'Alec Isigonis chez les Italiens, rongeait son frein parce que lui, depuis la fin des années 40, il croyait déjà à la traction avant. Il savait très bien que la traction avant, pour une petite voiture, c'était l'avenir. Et donc, il réussit à convaincre les gens de la Fiat de le laisser faire. Donc, sort la Primula chez Auto Bianchi, qui est la première petite traction avant compacte italienne. Et puis, il se dit, on peut aller encore plus loin. Et donc, on va faire une voiture encore plus compacte qui va être plus la rivale de la Mini. Donc, on sort la 112 en 69, enfin, qu'on présente en 69 et qui sort en fait en 70. Et cette voiture-là, elle est un peu plus longue que la Mini. D'accord, ouais. Mais elle a un haillon, le principe de la banquette rabattable, que n'a pas la Mini. Donc, une voiture en plus très pratique. Et c'est une vraie routière. Alors que la Mini, bon, c'est une routière, mais on a un peu mal au dos quand on sort. C'est ça. Bon. Donc là, il y a une vraie évolution. Là, on tombe sur une vraie rivale. Donc, c'est vrai qu'en fait, la Mini était entre une Fiat 500 et une A112. La 112 est plus grosse, la 500 est plus archaïque, et la Mini était entre les deux. Donc, en fait, elle avait en rival un peu les deux. Mais c'est vrai que, notamment sur en ville, l'Auto Bianchi A112 et la Mini ont quand même été clairement rivales pendant très longtemps. Ouais. Oui, puis en plus, alors la marque Auto Bianchi est née en 55, c'est ça? Absolument. C'est une association entre Pirelli, Bianchi, ensuite Fiat, qui ensuite leur balance sur Lancia parce que dans la répartition des marques. Finalement, l'année de fabrication de cette voiture en 69, Lancia a repris un peu le flambeau. Donc, on peut considérer qu'elle c'est aussi une licence Lancia, ou en tout cas qu'elle est un peu chapeautée. Voilà. C'est un mix, quoi. Dans l'organisation de la Fiat, quand ils rachètent Lancia, ils disent que Auto Bianchi et Lancia vont faire pot commun. C'est la même cellule au sein du groupe. Voilà. Et donc, ça s'est passé comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, les toutes dernières Auto Bianchi A112, dans certains pays, sont badgées non plus Auto Bianchi, puisque la marque disparaît, mais sont badgées Lancia. Moi, j'ai une A112 Abarth qui est une des dernières, et qui était vendue en Allemagne, et qui était marquée Lancia et non pas Auto Bianchi. C'est ça. Voilà. Je crois que c'est en France et en Italie où ils ont conservé Auto Bianchi, justement. Donc cette petite voiture, 45 chevaux, c'est ça, sa conception, petit moteur, 4 cylindres. Voilà, donc c'est la Fiat 850. Hein. C'est un moteur de Fiat 850, c'est des sièges de Fiat 850, volant, tableau de bord, roue, c'est de la 850, mais avec un nouveau look. C'est-à-dire que c'est une voiture plus compacte, c'est une base de Fiat 850. Donc le 903 cm3, 4 cylindres, qui ensuite va évoluer. Hein, donc il y aura un moteur Abarth. Oui, parce que voilà, ça c'est l'évolution, on va dire, sportive de ce modèle-là, c'est l'Abarth. Voilà, donc il y a un moteur Abarth qui apparaît en 71, qui en fait est le moteur de base retravaillé, et ensuite en 75 une autre Abarth qui elle est complètement repensée avec un moteur qui a été fait pour ça. Et puis la voiture de base, elle va évoluer avec différentes versions. Elle aura une boîte 5 vitesses sur les dernières années de sa vie, ce qui est aussi pas mal parce que ça permet vraiment de devenir une voiture ultra polyvalente. Et donc, c'est une voiture qui a eu 17 ans de carrière. Hein, les dernières datent de 86. C'est ça, 17 ans, 17 quasiment 1 300 000. Presque 1 300 000 exemplaires. C'est quand même un vrai succès. Parce qu'il y avait une grosse concurrence. Il y avait quand même beaucoup d'autres petites voitures, notamment même en Italie. Innocenti qui arrivait forcément. Donc, Innocenti, c'est, on va dire, la Mini badgée pour l'Italie, qui a quand même été la concurrente directe, on peut le dire quand même. Exactement. Donc, on se retrouve dans ce cas de figure-là. Et cette voiture-là, elle a vraiment eu un succès énorme pendant des années et des années, quoi. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu une vraie voiture de collection. Là, on en a 5-6 exemplaires qui représentent les différentes générations. Alors, on a réussi à en réunir 3 qui sont vraiment les premières générations et une qui, au contraire, est une des dernières. Parce que la voiture, en 78, elle a ce qu'on appelle un restyling. Et donc, en 78, elle change radicalement de look. C'est-à-dire qu'on garde la coque, mais on lui rajoute ce qui était à la mode à l'époque, c'est-à-dire du plastique partout. D'accord. Ouais. Donc tableau de bord en plastique, rétroviseur en plastique, enjoliveur en plastique, entourage en plastique. Enfin bon, c'était la mode de l'époque. Voilà, parce que là, on voit quand même que l'intérieur, on va regarder ça ensemble. Ouais. C'était quand même assez quali, on va dire. Le tableau de bord, il n'est pas déconnant. Le moteur aussi, pareil. On va faire un petit tour.
Voilà, Ah oui. donc c'est tout simplement le moteur de la Fiat 850. Donc c'est tout simple, hein. C'est un moteur 4 cylindres, 903 cm3 qui fait une bonne quarantaine de chevaux. Et boîte 4 vitesses. Alors ce qui est hyper drôle sur cette voiture, c'est que c'est une voiture qui est très légère. C'est une voiture qui fait 640 kg. Donc par rapport à une voiture d'aujourd'hui, on est à la moitié du poids d'une voiture d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Donc quand on conduit ça, c'est hyper léger. Les pneus, c'est des 135 de large, donc ça fait rigoler, mais c'est vraiment une toute petite voiture. Et on se retrouve avec une direction qui est ultra légère. Le moteur, en plus, on a un vrai gain de place. Il est en transversal. En transversal, Donc, bien sûr. on gagne aussi sur Absolument. le côté Absolument. citadine compact. Et comme c'est hyper compact, le moteur est court et la boîte aussi, on arrive à tout mettre dans la largeur de la voiture. Et objectivement, c'est super parce que du coup, le compartiment moteur, il n'est pas exagéré. Et encore, il est même relativement aéré par il y a de la rapport à place. beaucoup de voitures. Il y a de la place. Et on se retrouve avec une voiture qui fait moins de 3 mètres 30, largement moins de 3 mètres 30 et qui abrite vraiment 4 vraies places. Elle sera même homologuée en 5 places. Ah, ah oui. Voilà, elle sera homologuée d'ailleurs en 5 places sur certaines versions. C'est une voiture ultra compacte, ultra efficace. Et donc, c'est un vrai succès parce que c'est une voiture polyvalente. C'est une voiture qui fait de la route, qui fait de la ville, qui se gare partout, qui est maniable, qui est souple, qui ne consomme pas beaucoup, hein. On est à une consommation inférieure à 7 litres au 100, ce qui pour l'époque était très correct, hein. Aujourd'hui, on fait pareil, mais avec des voitures beaucoup plus lourdes parce que les moteurs sont beaucoup plus puissants. On se remet dans le contexte d'une voiture qui a 50 ans, c'est ça. Voilà. Donc là, on était quand même sur de la non-consommation et justement. Et Voilà. j'imagine qu'avec l'époque, il fallait aussi que ça soit accessible. Le prix d'achat était important à l'époque ou c'était quand même… C'était des prix relativement raisonnables, mais ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que comme toutes ces voitures-là ont été conçues et sont sorties, on est avant la première crise du pétrole. Donc la consommation des voitures n'est pas fondamentalement le souci. Donc pour eux, avoir une voiture de ce gabarit-là qui consomme ça, c'est normal. Mais si à l'époque, les constructeurs avaient fait des vrais efforts en termes de recherche et développement pour la consommation des voitures, on peut très bien imaginer qu'une voiture comme ça aurait consommé 4 ou 5 litres au 100. C'est ça. C'était faisable. Sachant que là, on n'était pas encore en injection, on était encore en carburation. Ah oui, Mais d'accord. voilà. C'était encore carbu. C'est oui. encore un carbu tout simple, Donc etc. Mais ça a tendance à consommer, on peut expliquer, un peu plus que l'injection. oui, forcément, sans doute. Mais c'est vrai qu'objectivement, si à l'époque la consommation avait été un problème, on aurait pu, les constructeurs avaient les moyens d'améliorer encore s'il fallait. C'était pas le point important à l'époque. Ah ouais. Quelqu'un qui se dit tiens, c'est hyper mignon, j'aimerais bien avoir ce genre de petite voiture pour moi. Quel conseil tu pourrais donner pour une recherche est-ce qu'il en reste beaucoup déjà et puis qu'est-ce qu'on peut détecter au premier abord pour se dire bah tiens est-ce qu'il y a des points de rouille, des choses à vérifier? Alors en fait, ce qui se passe, c'est donc il y a deux générations. Il y a la génération avant 78 d'accord, et la génération après 78. Donc ce qu'on appellera la génération entre guillemets plastique et la première génération. L'une comme l'autre commence à se raréfier. Alors effectivement, on trouve encore beaucoup de la deuxième génération, parce que d'abord, elles sont plus récentes. d'accord, oui. Il y en a eu beaucoup. Et la première génération, elle a été aussi beaucoup victime de tout ce qui a été baladurette, jupette, etc. Donc, c'est des voitures dont il ne reste pas tant que ça en survivantes. Ah oui. Toujours la même histoire. C'est des voitures qui, à l'époque, n'étaient pas ou très mal protégées contre la corrosion. Donc, ces voitures-là, c'est la structure qui est importante. D'accord. Tout ce qui est moteur, etc., ça peut se retrouver. Ça, c'est pas encore vraiment un gros problème. Donc, toujours privilégier une bonne base, même avec une mauvaise motorisation, plutôt que le contraire. D'accord. Donc, l'idée, c'est on n'hésite pas à se mettre sous la voiture, à regarder Absolument. Les passages de roues, les ailes. Tout ce qui est passage de roues, ailes, fixation d'amortisseurs, etc. Les contours de pare-brise. Alors, souvent, ce qui montre, c'est les entourages de pare-brise à l'avant. D'accord. Le bas de l'arrière du haillon, ouais. S'il est un peu ambiance crunch, d'accord. C'est que ça a coulé. C'est que la voiture, elle a quand même sans doute morflé ailleurs. Elle peut parfois être en état correct, mais ça, c'est déjà un signe qui peut laisser supposer qu'il faut vraiment faire une vraie vérification sur la totalité. Et puis donc, tout ce qui est fixation d'amortisseurs, tout ça, c'est des trucs qui souffrent. D'accord, oui. Donc ça, il faut faire attention à tout ça. Voilà. Et ça se trouve à des prix raisonnables encore, si jamais on a envie de se lancer dans une petite assemblée? Alors, aujourd'hui, oui. Ça commence à devenir un peu cher dès qu'on a des voitures qui sont parfaites, restaurées, en très bel état. Mais effectivement, on trouve encore… Alors, les Abarth, c'est évidemment comme c'est la version sportive, un peu comme la Cooper chez Mini. C'est ça. C'est recherché, ça commence à valoir pas mal d'argent, etc. Mais toutes les autres versions, les élégantes, toutes les autres versions, elles n'ont pas encore la cote des Abarth. Ce qui parfois est d'ailleurs un peu injuste parce que entre une élégante et une Abarth, en fait, il y a extrêmement peu de différence. Mais effectivement, il y a une vraie différence pour l'instant de cote. Aujourd'hui, on trouve encore des chouettes A112 à 3 000 à 4 000 euros. On en trouve des très chouettes. Si on cherche, ça se trouve encore. Aujourd'hui, une belle Abarth,
Oui. On a largement franchi le cap des 10 000. Hein. Ah oui, d'accord. Largement. Ah oui. oui, largement. Oui, donc on est quand même sur la gamme de la Fiat 500 aussi, qui a pris Voilà. quand même aussi pas mal de cotes. Alors, je parle de voitures en bon état. En bon état. Des épaves, parfois, on en trouve pour quelques centaines d'euros, bien C'est sûr. ça. Hein. Par contre, bon, il y aura du ouais. boulot. On retrouve de la pièce quand même? Alors, il y a Ou beaucoup de c'est, pièces communes compliqué? au groupe Fiat, puisque c'est de la Fiat. Oui, Hein, c'est donc, ça. de toute manière, il y a énormément de pièces qui sont communes à différents modèles des gammes Fiat. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. En plus, le moteur de la 850, c'est un moteur qui a servi dans beaucoup d'exemplaires, dans pas mal de voitures. Donc, c'est pas fondamentalement compliqué à trouver. Et c'est des mécaniques relativement simples, plutôt fiables. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude. C'est ça. Mis à part la corrosion, où il faut vraiment vérifier. Voilà. Le reste, normalement, on part sur quelque chose on sera plutôt tranquille. La mécanique est fiable. La boîte aussi, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à prendre la route. Voilà. Le problème de cette époque-là, et c'est pas que cette marque-là, c'est toutes les marques. La plupart des marques à l'époque ne protégeaient pas les voitures contre la rouille. Donc le gros problème, c'est ça. C'est les voitures qui ont couché dehors, bah évidemment, ça a souffert. Donc il faut trouver des voitures qui ont été chouchoutées, bichonnées, qui ont couché au sec. Et là, on trouve des voitures qui sont encore en bon état. Mais voilà, les constructeurs ont commencé à prendre conscience de la problème de corrosion bonne dizaine d'années plus tard. Donc ouais. Oui. Il y a eu des options ou elles ont toutes été faites on va dire du même moule? Non, il y avait quelques options, mais grosso modo, c'était des voitures. Chez Autobianchi, pour la 112, il y avait différents niveaux de finition déjà d'entrée de jeu. D'accord. Donc tu avais le modèle de base, tu avais ensuite l'élégante, tu avais la Barth. Donc l'élégante, c'était plutôt chic et cossu. La Barth, c'était plutôt sportif. Très objectivement, il y avait peu de différence. Peu de différence. Très peu de Pas de différence. taux ouvrant? Le taux ouvrant, c'était une option. C'était une option. Il y a eu ensuite des vitres électriques qui étaient livrées de série. La boîte 5, donc sur les dernières années. Il y a eu pas mal de petits trucs, mais en fait, pas tant d'options que ça parce que tu achetais plutôt le modèle que tu voulais. C'est-à-dire que tu achetais le niveau de finition que tu voulais neuf. Ouais, c'est ça donc qui il n'y avait pas beaucoup d'options sur la voiture. D'accord, donc là, bah voilà, 50 ans, très jolie petite voiture. De quoi s'amuser, de se balader, prendre la route, parce que c'est pas qu'une citadine. Ouais, on peut faire un peu de route avec, ouais, objectivement. Ouais. Bah écoute, c'est pas un souci, ouais. Je te souhaite bonne route justement avec, et puis on se retrouve pour ces 100 ans. Oh là, je serais peut-être en déambulateur à ce moment-là. Merci François en tout cas, et puis bientôt. à très vite. Salut. Et voilà, je pense que vous savez tout, ou presque tout sur la 112, qui fête cette année ses 50 ans. On lui souhaite encore 50 ans de carrière derrière. Moi, je remercie Sam à la vidéo, Oldtimers, Youngtimers, notre partenaire média, et je vous dis à très vite pour de nouveaux hors-série. À bientôt les amis.